Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Vincent Golin. Je suis le directeur études et expertise du CNER. J'ai rejoint le CNER il y a environ presque un an. J'étais précédemment consultant et avant à l'Institut Paris Région et à la RD Paris-Île-de-France qui est devenu entre-temps Choose Paris Région. Donc, je connais assez bien l'Île-de-France ayant travaillé sur ce terrain, on va dire, privilégié euh, plus d'une vingtaine d'années. Euh, L'objectif de cette présentation, ce serait bien, je dirais, prétentieux de dire qu'on va aborder tous les sujets liés au développement économique, mais c'est essayer de comprendre finalement c'est quoi le développement économique et quels peuvent être le rôle des communes et du bloc communal dans ce contexte-là. Donc vous, finalement, vous posez un petit peu les bases de ce cycle qu'il y aura sur l'économie et plus globalement par la mise sur un certain nombre de sujets au démarrage de votre mandat. Je suis à nouveau ravi d'être là et je remercie à nouveau la MIF de son invitation. Alors, qu'est-ce que c'est peut-être que le CNER pour commencer? Je vais essayer de reprendre la main sur ma propre présentation. Voilà. Toc, toc. Alors, le CNER, en fait, c'est une fédération. C'est la Fédération nationale. Alors, elle est née en 1952. C'est la fédération, au départ, des agences de développement économique, qu'elles soient à l'échelle locale, départementale, régionale. De comité d'expansion, etc., etc. Aujourd'hui, c'est environ 3000, 3200 personnes qui travaillent dans les territoires, alors pas uniquement en Île-de-France, hein, en France, sur les questions de développement économique. Et puis depuis 2-3 ans, en fait, on a des communes et surtout des intercommunalités qui sont aujourd'hui adhérentes au CNER pour bénéficier d'un certain nombre de services. Alors les services du CNER, c'est quoi? Classique, hein, un peu comme l'AMF et la MIF, une fonction de représentation et de valorisation des réseaux, d'expliquer aussi ce qu'est l'ingénierie territoriale en matière de développement économique, ce qui est un élément important, que ce soit dans une collectivité ou dans un organisme extérieur qui est une agence. Mais c'est aussi apporter des contenus. C'est ces parties-là qui se sont développées ces dernières années, tout ce qui est information, publication. Donc il y a un certain nombre de publications qui sont gratuites vous pouvez trouver en ligne ou les résumés, le reste étant réservé à nos adhérents. Ensuite, un certain nombre d'animations. Je retiendrai un élément qui est le forum annuel sur DevEco qui se tient 2 jours par an. Et cette année, ce sera pas en Île-de-France, ce sera pas très loin, à Orléans où on va un petit peu regarder le développement économique, je dirais, aussi à la sauce orléanaise. Le CNER, c'est aussi un lieu de formation qui est ouvert à tous. Alors évidemment, c'est des formations gratuites payantes en fonction des différents statuts, mais ce sont des tarifs relativement intéressants. Et c'est tout ce qui a trait au développement économique. Alors on traite l'IA, les filières économiques, l'attractivité, l'attraction de compétences, etc. Et puis c'est, comme toute fédération, de plus en plus, il y a des services d'expertise au sein du réseau. Et on porte un certain nombre de missions d'expertise dans le champ du développement économique, de manière assez pointue quelquefois ou plus généraliste, on va dire au niveau de stratégie. Voilà un petit peu ce qu'est le CNER. On va rentrer, si on est d'accord, sur le développement économique, peut-être par un premier point sur les racines du développement économique d'un territoire. Alors, excusez-moi, ça va un peu renvoyer à mes approches historiques un peu universitaires, mais je pense que c'est important de comprendre quand on intervient sur le développement économique d'où ça vient, quoi, finalement. La première chose, c'est de se dire que le développement économique d'un territoire, il repose sur des acteurs. Ces acteurs, on pourrait les qualifier économiques au sens large, hein. Ça peut être un individu, ça peut être un acteur de l'économie sociale et solidaire, ça peut être une entreprise, ça peut être un particulier, qu'importe. Mais en fait, c'est le dynamisme de ces acteurs qui met en mouvement en fait un territoire. Et plus particulièrement dans des travaux qui ont été menés récemment, ce qu'on va appeler les pépites. Les pépites, c'est pas spécialement les pépites au sens aurifère du terme, bien évidemment. Ça peut être des individus d'une collectivité, qu'importe, des élus, qui vont mettre en fait en mouvement l'économie locale. Donc, le développement économique d'un territoire, il repose finalement sur des acteurs, un collectif d'acteurs. Ce collectif d'acteurs, il est important et on verra plus tard que le rôle d'une collectivité, c'est de faire par elle-même, mais surtout de fédérer ces acteurs du territoire autour d'une vision, autour d'un objectif partagé, etc. Qu'est-ce que disent aussi les économistes qui travaillent sur les territoires? Ils disent que
attention, le développement économique, c'est pas automatique. C'est-à-dire, quelquefois, on a considéré que finalement, bah, tout ça allait bon gré, mal gré, plus ou bien. Et en fait, la théorie économique, au début d'ailleurs, disait même, bah, finalement, l'économie se passe et puis il y a un support géographique des activités économiques, c'est le territoire. Mais vous savez, par vos actions, par votre connaissance, que bah, finalement, on peut orienter, faciliter ou décourager le développement économique. Donc, le territoire, les territoires jouent un rôle positif ou négatif dans les dynamiques économiques. Et il y a même des économistes aujourd'hui qui parlent de milieux innovateurs, considérant qu'il y a des territoires, et pas spécialement, on n'a pas besoin d'être un territoire avec des millions de personnes, mais dans lequel il se passe des choses, parce que les acteurs entre eux, il y a une émulsion, et cette émulsion suscite plus, je dirais, de dynamisme, etc., de mise en mouvement, pour reprendre un petit peu ce que je vous disais. Donc, mais retenons que finalement, le développement économique, c'est quand même le fait d'acteurs, et que c'est pas automatique, et que justement, on peut agir là-dessus. Il y a plein de théories économiques, je voulais vous en pas vous abreuver d'économie économique, mais vous renvoyer à des travaux qui vont peut-être vous parler, ou en tout cas sur lesquels vous pouvez être confronté dans votre mandat. Premier élément, c'est cette question de la nouvelle économie géographique qui a été poussée beaucoup par un prix Nobel qui est Paul Krugman, son modèle centre-périphérie, mais en fait, c'est le modèle de la concentration, disant finalement, l'économie a besoin de se concentrer. Dit autrement, les acteurs ont besoin de se concentrer. Vous le connaissez dans votre vie personnelle, vous le connaissez, mais peut-être aussi dans vos différentes communes. Bah, en fait, la proximité géographique, elle crée par moment, en fait, ce rassemblement d'acteurs qui fait que il va se passer quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure sur le rassemblement géographique. C'est ce qu'on appelle les économies d'agglomération en économie, c'est-à-dire que finalement, on a des gains, des externalités positives qui sont liées à cette proximité d'autres acteurs économiques, d'autres entreprises, des sous-traitants, des experts, etc. Alors souvent, on se dit, bah oui, mais toutes ces théories-là, c'est très bien, mais c'est pour les grands, c'est de la science, c'est de la technologie, etc. Non, non, on l'obtient dans différents endroits. On peut l'obtenir dans le tourisme, on peut l'obtenir sur un certain nombre de domaines. C'est cette proximité d'acteurs qui crée des externalités positives si elles sont bien orientées. Ça, c'est un élément important, et ça explique que finalement, même si on dit avec Internet, aujourd'hui l'IA, le monde est plat, en fait, taratata, le monde n'est pas si plat que ça. Le numérique permet finalement de travailler à distance, mais le numérique, il s'accompagne aussi de beaucoup d'hyper-proximité individuelle, parce que l'être humain n'est pas un robot, l'être humain est un être aussi chargé d'émotions, chargé aussi de feeling, et il a besoin aussi de cette proximité. Donc finalement, dans un monde, on va dire, un peu globalisé, avec toute cette complexité du monde contemporain, on voit bien que la proximité joue un rôle important, et il y a même un mouvement d'ailleurs des communes de proximité. Le deuxième point qui porte sur, mais finalement, quelles sont les bases d'un développement économique? Alors donc, il y a la base de la concentration. C'est-à-dire, quand on concentre, finalement, il y a ces effets de productivité qui apparaissent, et il y a la concentration. Il y a d'autres travaux qui ont été portés par Laurent Davzy, qui est un économiste bah, justement parisien. Euh, Lui, il a beaucoup parlé des richesses captées. C'est-à-dire qu'en fait, il dit que dans un territoire, il y a des revenus qui apparaissent, qui se génèrent, et ces revenus, il faut regarder d'où ils viennent. Et il distingue quatre sources de revenus, ce qu'il appelle la base productive privée. Finalement, c'est qu'il y a des entreprises sur le territoire, elles produisent, elles exportent. Alors, elles exportent, ça peut être dans la commune d'à côté, hein, des biens, des services, et en fait, elles versent des revenus aux habitants, on va dire, qui travaillent dans ces entreprises-là. Donc, c'est, on va dire, des entreprises qui, par la génération de richesse, créent un effet richesse sur le territoire. On le voit bien, hein, dans les différentes communes franciliennes, on a des entreprises, bah, finalement, qui, parce qu'elles produisent, versent des salaires, et ces salaires, bah, vous avez des habitants qui en bénéficient et qui, de fait, dépensent aussi sur le territoire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la base productive. La base résidentielle, c'est le deuxième volet. C'est à nouveau, on va rester en Île-de-France. C'est finalement des revenus qui sont rapatriés. Par exemple, vous n'êtes pas à la Défense, vous n'êtes pas une commune de la Défense, mais une partie de vos habitants travaillent à la Défense. Finalement, ils vont gagner leur salaire à la Défense, mais ils vont le dépenser dans votre commune. Et donc, cette base résidentielle, qui est formée par les revenus de salariés qui sont pas dans vos communes, mais aussi par des retraités, par des touristes qui sont dans vos communes, crée un autre levier de développement économique. Donc là, on n'a pas besoin d'avoir d'entreprise. On a des gens, finalement, qui sont là et qui, par leur consommation, que ça soit, je dirais, des retraites, que ça soit leurs dépenses touristiques ou leur salaire, finalement, créent du développement économique sur votre territoire. Ça peut être évidemment des services, ça peut être des commerces, etc. Troisième levier, c'est la base publique. Dans la fonction publique,
qu'elles soient territoriales, hospitalières ou d'État, à nouveau, hein, il y a des salaires qui sont versés, il y a des investissements qui sont réalisés. Ça peut être un levier de développement économique. Et on le sait bien, hein, les villes préfectures, les villes sous-préfectures, ou les villes qui étaient, vous vous souvenez, dans les anciennes régions, qui ont perdu ce rôle de capitale régionale, on a vu un affaiblissement du développement économique de ces territoires-là, parce que finalement, cette base publique s'est rétrécie et les effets multiplicateurs aussi ont disparu. Et puis le dernier point, on est dans un monde aussi de la redistribution, ce qu'on appelle la base sanitaire et sociale. C'est des revenus qui sont par transfert, les minima sociaux, allocations chômage, familial, etc., remboursement de soins de santé. Donc c'est des revenus qui arrivent chez les particuliers et qui créent également finalement une richesse, un revenu qui va être dépensé sur le territoire. Tout ça pour se dire que quand on fait du développement économique, il ne faut pas uniquement penser entreprise, on peut aussi se penser autre levier, faire venir des visiteurs, faire en sorte que ces habitants consomment localement et peut-être pas à l'autre bout du territoire, etc., etc. Donc, identifier les revenus finalement de vos populations et de se dire, mais finalement, comment je peux faire en sorte qu'elles se dépensent plus sur mon territoire avec ces effets multiplicateurs auprès des entreprises. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait se dire, mais quel est le rôle de la sphère publique au-delà de, finalement, il y a des salaires, il y a des dépenses, etc. Finalement, la sphère publique aujourd'hui, elle joue un rôle important en France, mais dans tous les pays, à travers différentes fonctions. Je ne vais pas trop détailler, mais des fonctions d'allocation de ressources, de redistribution. La fonction publique aussi est entrepreneuriale, de régulation, d'État ou de collectivité actionnaire. Donc, elle va agir sur les territoires. Alors, plutôt que de grands discours, je vous ai mis un graphique qui est peut-être pas très très visible sur vos écrans. C'est un graphique qu'utilisent nos collègues de l'agence Nord France Invest, donc cousin, on va dire, de Choose Paris Région, l'agence régionale de l'Île-de-France. C'est sur l'implantation d'entreprises. Et ils font beaucoup de travaux pour expliquer aux entreprises pourquoi il faut s'implanter, etc. Là, c'est simplement de dire, vous avez des critères financiers. Et quand vous regardez les critères financiers qui sont au cœur des prises de décision d'entreprise, niveau des salaires, coût immobilier, coût de ce qu'on appelle les utilités, que ce soit EDF, enfin l'énergie, que ce soit Internet, l'eau, etc. Coût logistique, fiscalité, aide financière, vous voyez que finalement la sphère publique, les trois fonctions publiques, agissent sur ces coûts. Et d'une certaine manière, donc, la sphère publique joue un rôle, tantôt en agissant sur la fiscalité, tantôt sur les aides financières, finalement en générant un effet prix aussi par les impôts, les taxations, etc. Donc, la sphère publique, elle va jouer un rôle direct et indirect sur finalement le fonctionnement de l'économie d'une manière générale. Et donc, ça veut dire que les collectivités territoriales, notamment, il ne faut pas se placer dans une posture passive, mais bien dans se placer dans une posture active. Vous êtes un acteur du développement économique, soit directement, soit dans votre rôle finalement de faire en sorte que les acteurs de votre territoire travaillent bien ensemble, etc., et créent de la valeur. Alors, l'Île-de-France, pour rentrer un peu plus dans la région Île-de-France, là, on peut dire que la région Île-de-France, c'est la région économique par excellence. Alors, vous direz, oui, peut-être pas partout, etc. Mais dans sa différenciation par rapport aux autres régions françaises, c'est un pôle économique majeur, on va dire équivalent au Grand Londres. Alors, on peut y avoir des débats, premier, deuxième, on pourra parler pendant des heures là-dessus, mais on va dire qu'il y a deux grandes agglomérations métropolitaines en Europe, deux grandes régions économiques, Londres, je dirais hors Europe, et sur le continent, l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est 12,4 millions d'habitants. C'est presque 7 millions d'emplois salariés et non salariés. C'est plus d'1,2 million d'entreprises, etc. Donc c'est une puissance économique colossale. C'est une puissance économique qui, au début, on pensait qu'il fonctionnait tout seul, mais en fait, pas du tout. Elle fonctionne aussi avec l'appui des différentes collectivités territoriales, tantôt pour, on va dire à l'échelle d'un PLU, faciliter peut-être l'extension d'une entreprise, tantôt par des aides régionales qui vont faciliter le développement de l'IA en Île-de-France, pour reprendre une des stratégies du Conseil régional, mais ça peut être aussi un département qui, en travaillant les aménités pour ses habitants, va faciliter l'accueil de compétences dans les entreprises, etc. Donc la fonction économique, elle est clé à l'échelle de la région Île-de-France, et donc elle est clé à l'échelle de l'ensemble des territoires, je dirais de l'hypercentre à, je dirais, la proximité de la troisième couronne, donc la grande couronne. Alors on pourrait se dire, mais quels sont les acteurs du développement économique d'un territoire? Ils sont nombreux et c'est un peu la complexité que vous avez, vous, en tant qu'élu, quelquefois, se dire, mais avec qui je dialogue, quoi.
Je vous ai mis un graphique, enfin un graphique, une liste, mais elle est non exhaustive et il y a plein de etc. Bah, évidemment, on peut se dire développement économique, il y a d'abord les entreprises, mais ça peut être leur groupement. Moi, j'étais membre du bureau exécutif de Cap Digital, pôle de compétitivité pendant 10 ans. Bah, évidemment, un pôle de compétitivité, c'est un interlocuteur, c'est une association d'ailleurs d'entreprises avec des collectivités, donc c'est les entreprises et leurs groupements, c'est extrêmement important. À l'échelle des communes, vous connaissez aussi le rôle classique des associations de commerçants, d'associations d'entreprises dans des zones d'activité, etc. Donc c'est évidemment important de penser à eux. Après, vous avez des organisations professionnelles type MEDEF par exemple, ou des organisations professionnelles par métier en tant que tel, les chambres consulaires, bon, on va dire l'État, hein, l'État, n'oublions pas, hein, région capitale, l'État joue un rôle important, direct et indirect en Île-de-France, soit par la politique régalienne, soit par des outils directs qu'il maîtrise ou qu'il co-maîtrise avec vous. On peut penser aux établissements publics d'aménagement qui font pas que de l'aménagement, mais aussi, dans certains cas, jouent un rôle clé sur le développement économique. Les agences de développement économique, d'attractivité touristique. Alors, en Île-de-France, évidemment, il y a Choose à l'échelle régionale. Paris Je t'aime, qui est l'OTCP, on va dire, qui est l'Office du tourisme et des congrès Paris et de la métropole, le Val d'Oise, par exemple, l'agence de développement économique qui s'appelle le CEVO, etc., etc. Donc il y a plein d'acteurs aussi qui sont des externalisations de la fonction publique territoriale souvent et qui sont dans une relation client, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire que c'est ce rôle des agences, c'est de faciliter le lien avec des visiteurs, faciliter le lien avec des entreprises, faciliter le lien avec des prescripteurs, etc., etc. Ensuite, vous avez tout le monde de la création de la reprise d'entreprise qui est important. On pense aux chambres consulaires, mais vous avez des tas d'outils hein, qui sont, je dirais, de l'économie sociale à la start-up, à la high-tech, qui accompagnent la création d'entreprises de toute nature. N'oublions pas qu'aujourd'hui, la création d'entreprise, c'est aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs, donc des individus. Et ces individus, ils sont alors là très disséminés dans les territoires. Et ils constituent aussi votre force vive, même s'ils sont plus invisibilisés en tant que tels, mais c'est extrêmement important de les regarder. Si on pense aussi au développement touristique, n'oublions pas qu'il n'y a pas que les hôtels aujourd'hui. Hein. Je dirais, les plateformes, les locations, je dirais, par les individus sont aussi des leviers de développement économique. Ensuite, vous avez le financement des entreprises. Alors, il y a évidemment, il y a des acteurs nationaux comme la Banque publique d'investissement, les capital risqueurs, donc les VC, Venture Capital, Business Angels, vous pouvez en avoir dans vos territoires. C'est des gens qui ont un peu réussi dans leur vie, qui ont un peu d'argent et qui sont prêts à passer du temps et dépenser un peu d'argent dans le développement d'un territoire, notamment dans des entreprises. Vous avez des opérateurs de l'emploi, de la formation, des opérateurs spécialisés dans l'innovation, l'export, l'incubation, et puis évidemment des opérateurs et réseaux de l'économie sociale et solidaire. Et je rappelle que l'économie sociale et solidaire, c'est pas un secteur d'activité, hein. C'est vraiment une façon de faire différente je dirais, de la création de valeur pour un territoire et de la création de richesse. Donc c'est pas à mettre à part, hein. On va retrouver des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans tous les secteurs d'activité, à des proportions différentes, mais c'est vraiment un acteur, une forme, je dirais plutôt d'économie, une forme de faire je dirais, du développement qui est différente d'une entreprise traditionnelle, mais qui est tout aussi valable et intéressante, en tout cas à l'échelle territoriale. Alors, comment on travaille avec ces acteurs? Je vous ai mis une illustration. Alors vous me direz, bon, c'est un ancien un peu de choses. Alors évidemment, il parle de choses, mais c'est l'agence régionale de développement et d'attractivité touristique, etc. Ils ont un comité des territoires. Je crois d'ailleurs que la MIF en fait partie. En tout cas, dans les partenaires, il y a évidemment la MIF. Hein. Et ce comité des territoires, ça montre bien qu'à l'échelle régionale, bah voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qui interagissent entre eux, y compris pour l'attractivité internationale de l'Île-de-France. Que Choose Paris Région, c'est vraiment tourné vers hors France, on va dire, pour faire venir des entreprises, des visiteurs, etc. Mais vous voyez que finalement, eux ont aussi besoin de travailler avec le territoire. Ils vont travailler avec l'État national, avec Business France, avec Atout France, mais ils vont essayer aussi de travailler, alors souvent avec les intercos, les départements, etc. Puis après, les intercos vont travailler avec les communes sur la mise en valeur des différents territoires franciliens. Et donc, ça veut dire que quand vous voulez parler à l'international, il faut évidemment construire un discours qui soit évidemment adapté à cette dimension-là. Alors, quand on rentre un peu plus dans le développement économique par les collectivités territoriales, je surveille l'heure et Guillaume en même temps, en me disant attention à pas trop déborder. En fait, on peut dire que le développement économique sont des actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour soutenir l'activité économique locale. C'est un petit peu comme ça que finalement ça a été défini.
Alors, il y a plein de familles, de façons de rassembler les choses. Il y a un guide à l'échelle nationale qui est fait par Territorial, qui est un éditeur très spécialisé sur la fonction publique territoriale. Et il y a un guide des développeurs économiques et qui distingue un peu les grandes familles d'actions, que j'ai un peu ajusté, mais qui, pour vous dire un petit peu le champ dans lequel vous travaillez. Premier élément, c'est qu'avant d'agir, il faut aussi étudier la situation socio-économique. Et c'est essentiel. Il ne faut pas partir quelquefois trop vite, même si en début de mandat, on a quelquefois dit, bah, on va faire ça, on va faire ça. Quelquefois, c'est bien de re-regarder la situation pour bien positionner la politique publique directe ou la façon dont on va travailler avec les acteurs et le temps, quelquefois, on va dire, perdu en études au début, va faire gagner beaucoup de temps dans la mise en œuvre, croyez-en mon expérience. Ensuite, il y a la question de la définition, de la conduite de l'évaluation des projets économiques territoriaux de toute nature. Il y a la question un peu plus pointue sur bah alors comment ça se passe sur mon territoire en matière de gestion prévisionnelle et territoriale de l'emploi, de formation. Est-ce qu'il y a une adéquation à l'échelle locale? Ça, c'est valable sur des bassins d'emploi et c'est intéressant de voir ça parce que par moment on dit, je comprends pas, j'ai un taux de chômage élevé, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Bah, quelquefois, c'est ce différentiel qu'il peut y avoir entre les compétences recherchées et les compétences disponibles. Et il y a plein de dispositifs, mais il faut être au clair sur où est-ce qu'on en est. Ça peut être aussi l'environnement favorable à l'implantation, le maintien, le développement des entreprises, l'accompagnement des entrepreneurs locaux. Hein, et on a vu qu'il y avait y compris les auto-entrepreneurs, renforcer l'attractivité du territoire, la visibilité, c'est pas que de la com, hein, c'est aussi comment on travaille là-dessus, accompagner les transformations. On parle beaucoup de transition écologique, on parle de numérique, d'IA, on parle d'innovation. Les entreprises, elles sont pas toujours au taquet là-dessus elles attendent quelquefois de la fonction publique, bah, finalement, de faciliter la compréhension de ces transformations. Et après, elles font leur business je dirais, de chef d'entreprise ou de chef d'entreprise. Mais c'est important quelquefois de leur expliquer ce qui se passe ou de les aider à moi, j'ai beaucoup travaillé sur les enjeux de transition énergétique, par exemple, de leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'autoconsommation locale, quelles sont les sources possibles, parce que souvent elles sont très sollicitées par des prestataires qui leur vendent une solution, mais c'est leur solution, c'est peut-être pas la solution idéale. Et puis il y a les questions de structurer des filières locales. Gardons en tête qu'aujourd'hui, le développement économique, c'est pas la recherche en croissance, en volume à tout prix. Il y a des territoires d'ailleurs on peut pas. Ça peut perturber les marchés immobiliers, ça peut être aussi pas le souhait, votre souhait vous en tant qu'élu, mais c'est aussi chercher la qualité. Hein. Donc voilà, donc le développement économique, il n'est pas toujours dans l'extensif, il peut être dans l'intensif, il peut être dans certains cas de finalement il faut rattraper un certain nombre de revenus, etc. Moi je me souviens d'avoir travaillé avec des élus à un moment et sur un territoire qui était dans le Val-de-Marne. Et l'enjeu, en fait, c'était pas spécialement d'aller chercher les entreprises qui correspondaient le mieux au territoire, c'est d'aller chercher des entreprises qui correspondent le mieux aux compétences des populations des territoires. Et c'était pas les mêmes ciblages derrière. Et c'est bigrement important de se poser ces questions-là. Hein, parce qu'on peut avoir des déphasages entre finalement un potentiel d'un territoire à attirer des structures économiques de toute nature et la réalité en fait de son tissu, je dirais, en termes d'habitants. Et si on va chercher des choses qui sont trop à côté des compétences aux habitants, on crée finalement deux mondes qui se regardent en chien de faïence et c'est jamais très très bon du point de vue, je dirais, de la résilience du territoire en tant que tel. Et on a malheureusement pas mal d'expérience en Ile-de-France et en France là-dessus. Alors, le développement économique qui fait quoi? Là, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Je vais vous donner un petit peu des clés de lecture, mais je pense qu'il faut commencer par revenir à la loi NOTRe ou NOTRe, hein, une nouvelle organisation territoriale de la République. Donc, c'est pour ça que certains disent NOTRe. Euh, et donc, la loi NOTRe, elle a quand même eu l'avantage de clarifier les choses sur un peu plus sur le qui fait quoi en termes de développement économique, le terme exact d'intervention économique des collectivités territoriales et de leurs groupements. Et ça a été profondément renouvelé. C'était beaucoup discuté avant la loi, après la loi, mais ça a quand même clarifié le paysage. Cette loi, elle a deux impacts majeurs. Elle a renforcé tout d'abord le rôle de la région. La région, elle a des compétences exclusives, notamment sur les aides et sur la définition des orientations en matière de développement économique. C'est un acronyme que certains d'entre vous connaissent, SRD2I, Schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation. Ça définit un peu le cadre, la stratégie.
la région, quand elle construit des cadres régionaux, elle concerte, c'est même une obligation légale, et l'État la surveille un petit peu là-dessus, pour faire en sorte que c'est pas elle dans son coin qui va définir la stratégie, c'est une stratégie territoriale, donc pas du conseil régional, mais territoriale au sens du territoire régional, et dont elle doit aller chercher évidemment un certain nombre d'acteurs. Mais la loi Notré a beaucoup renforcé la région, le rôle de la région là-dessus. Mais elle a aussi beaucoup renforcé quelque chose qui vous concerne, à savoir les compétences du bloc communal, et notamment dans différents points qu'on verra par la suite, mais aussi la capacité du bloc communal à travailler avec d'autres niveaux de collectivité. Alors, si on s'intéresse à la région Île-de-France, aux communes, le dernier comptage de mes anciens collègues de l'Institut Paris-Région, c'est 1266 communes en Île-de-France. 63 regroupements, on va dire intercommunalité au sens large. Je vous rappelle qu'en Île-de-France, il y a des spécificités. C'est que on a dans ce qu'on appellerait la petite couronne, on a la métropole du Grand Paris qui est divisée évidemment en établissements publics territoriaux. Donc on a 17, je dirais, établissements publics dans la petite couronne et 24 non, pardon, je vous dis des bêtises. On a 63 regroupements intercommunalités en Île-de-France et en moyenne, il y a 21 communes. Vous en avez 17 en petite couronne, PT et métropole, et 24 en grande couronne. Vous avez les chiffres qui sont là, vous les retrouverez sur le site de l'Institut Paris Région qui met à jour tous les ans un certain nombre de chiffres sur les intercommunalités, etc. Vous avez beaucoup de data aussi en interaction sur le site de l'Institut Paris Région, donc je vous invite vraiment à regarder tout ça. Quand on regarde les compétences du bloc communal, les compétences exclusives de la région, en fait, elles n'empêchent pas le renforcement du bloc communal. Et il y a un certain nombre de points qui ont été pointés par le législateur. Tout d'abord, la question qui renvoie souvent à la proximité, finalement. L'aide à l'immobilier d'entreprise. Quoi de mieux qu'à l'échelle communale, intercommunale, de bien comprendre son territoire et donc de pouvoir agir sur l'immobilier d'entreprise pour faciliter la création, l'extension d'activités économiques. Et ça explique que finalement vous jouez un rôle important, que ce soit des PLU, la gestion des zones d'activité, la gestion des parcs commerciaux, etc. Euh, un point important aussi, on reviendra là-dessus, c'est l'installation et le maintien de professionnels de santé, notamment dans des zones déterminées. Et aussi, alors c'est un peu moins le cas en Ile-de-France, l'installation et le maintien de vétérinaires. Des aides en faveur de la création ou du maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population au milieu rural ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dit autrement, c'est quand on observe que le marché ne fonctionne pas bien et là, on peut intervenir. Et on sait bien qu'en ruralité, comme dans certains quartiers politiques de la ville, le marché répond pas toujours, les entreprises viennent pas toujours pour offrir ces services. Donc là, on peut intervenir pour faciliter les choses. L'aide aux structures locales des organisations syndicales, la question des salles de cinéma ou de la création de nouveaux établissements cinématographiques, des subventions pour un certain nombre d'établissements ayant l'objet de la vente de livres, donc librairies, etc. C'est des points importants aussi pour garantir l'accès à la culture des populations et considérant que le marché, là, à nouveau, ne fonctionne pas toujours très bien et puis, dans certaines conditions, des garanties d'emploi. J'ai mis vous retrouverez sur la présentation un ouvrage que je vous recommande. Alors, à lire par petits bouts, parce que je crois qu'il fait plus de 600 pages, mais c'est le Guide des maires qui vient de sortir, 2026, qui a été édité par la DGCL et DGFP, qui est vraiment je dirais, vous trouvez tout. Et c'est pour ça que je me réfère souvent là-dessus, mais vraiment, vous en avez beaucoup plus sur ce document-là et ça me semblait inutile de vous faire du copier-coller pour rien. Euh, mais attention, en point de vigilance, retenez que si vous donnez des aides, vous n'êtes pas exclu des règles européennes. Et les règles européennes, que la France a consenti, et la France a soutenu tout ça, ça explique qu'il y a quand même des cumuls d'aides maximales auprès des entreprises. Ce qu'on appelle les règlements des minimis. Donc, il y a un certain nombre de règlements européens sur lesquels je dirais, l'appui aux entreprises est réglementé en termes de maximum qui peut être apporté aux entreprises. Donc, je vous ai remis quelques éléments un peu synthétiques sur l'écran que je ne vais pas relire, mais voilà. Donc il y a quand même des maximums à avoir. Il faut vraiment avoir en tête que là-dessus, il faut faire extrêmement attention. Deuxième élément, il y a des questions de notification
par les autorités françaises, d'approbation par la Commission européenne, etc. Donc tout ça pour dire que la liberté, elle n'est pas absolue là-dessus. Il faut quand même s'assurer et prendre les conseils nécessaires pour vous assurer que tout va bien. Et les régions, les départements ont développé beaucoup de compétences là-dessus. Et puis il y a des régimes exemptés, même chose, c'est un peu particulier, toujours un peu complexe, mais on peut trouver par moments des exemptions qui sont intéressantes en tant que telles. En tout cas, sachez que non, vous avez une obligation de transparence. Et la transparence, elle est importante. Ça veut dire qu'il faut communiquer si vous avez aidé tel ou tel acteur économique. C'est aujourd'hui important. Hein. Sinon, on peut considérer que ces aides n'étant pas transparentes, elles sont peut-être pas légales, c'est pas le cas, mais la transparence est un élément essentiel aujourd'hui dans le marché, hein, de manière générale. Plus les marchés sont transparents, plus ils sont efficaces, et c'est pour ça que les États, comme l'Union européenne, ont repris cette notion de transparence. Alors, après, je me suis dit, on va prendre quelques exemples pour te dire concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Dans le domaine du commerce, par exemple, vous avez des métiers qui sont beaucoup développés ces dernières années, qui sont les managers de commerce. Ce sont des personnes, femmes ou hommes, que vous allez employer dans les collectivités territoriales, souvent. Quelquefois, ils sont rattachés à l'office de tourisme, ça dépend. Enfin, souvent, ils sont dans la collectivité. Ils sont même quelquefois même rattachés au DGS. Pourquoi? Parce que au-delà même du commerce, ils font quelquefois management de centre-ville et ils ont besoin de discuter alors avec l'urbanisme, avec le DevEco, avec les élus en charge des associations. Ils ont besoin de discuter justement avec des élus, des praticiens, etc. Donc souvent ils ont un rôle un peu spécifique et ils vont faciliter finalement le développement du commerce, l'ancrage du commerce dans votre territoire, la visibilité aussi de l'offre commerciale. Ils vont faire cette interface assez intéressante et vous donner de la visibilité dans vos politiques publiques par rapport à ça. Il y a des associations d'ailleurs de managers de commerce, ceux qui sont partis de la métropole du Grand Paris. Il y a un rôle de la MGP d'ailleurs, c'est bien saisi de cette compétence-là et fait un rôle d'animation qui est relativement intéressant et qui permet de faire monter en compétence ces personnels qui sont un peu isolés dans leur collectivité et qui ont besoin de comprendre comment tout ça fonctionne. Je vous ai mis, vous retrouverez ça dans le détail, une offre d'emploi. Alors j'ai pris sur Internet, Poissy, pas d'action à Poissy ou ailleurs, mais voilà, c'est un descriptif de fiche de poste pour vous montrer un petit peu concrètement ce que ça veut dire au-delà des missions qui sont les missions qui ont été définies en lien avec la Banque des Territoires, qui est un acteur aussi qui joue un rôle important dans la stimulation du commerce. Deuxième point, on parle beaucoup d'offres de santé. Vous verrez que l'exemple, j'ai pris en Seine-Saint-Denis pour montrer aussi que on dit Île-de-France, il n'y a pas de problème, il y a une offre, etc. Bah, taratata, vous savez que l'offre est très inégale d'un point de vue géographique, très inégale aussi d'un point de vue des spécialités, et elle peut aussi avoir des déficits du point de vue géographique. Et donc, vous pouvez intervenir en termes d'offres de santé. Il y a deux grands véhicules pour intervenir. Alors, il y a des territoires qui font de la promotion, de la communication, etc. Il faut le faire. Mais il y a qui veulent agir en se disant, mais comment je peux aider les professionnels de santé? Il y a deux dispositifs, modes d'installation qui sont différents. Les maisons de santé. Alors, les maisons de santé, c'est finalement, vous offrez un peu le gîte et le couvert. Enfin, vous offrez des conditions derrière, mais grosso modo, c'est gîte et le couvert. Mais les médecins restent libéraux. Donc là, on est un mix public-privé. Deuxième, donc alors après, il y a un certain nombre de choses qu'il faut approuver, etc., etc. Mais c'est un dispositif qui est assez agile et qui permet de bien fonctionner. Il y a des territoires, et c'est l'exemple par exemple de Montreuil, ce sont des centres municipaux de santé. C'est souvent pluriprofessionnel. Là, pour le coup, il faut discuter avec l'ARS, hein, l'Agence régionale de santé, parce qu'il y a des questions de distribution géographique, etc. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais du coup, les professionnels deviennent des salariés. Hein. Donc là, vous allez plus loin dans finalement la profondeur et je dirais la durabilité de votre offre de service. Vous êtes plus dépendant de professionnels libéraux qui un jour disent bah, je veux venir, je veux plus venir, et puis finalement il faudrait me réparer ceci, puis me faire cela. Vous allez finalement un peu avoir des professionnels de santé de la collectivité. Et donc là, il va falloir évidemment assurer un certain nombre d'éléments. Et l'ARS regardera à la fois les investissements, la masse salariale, les équipements, etc., etc. Et vous avez une gestion administrative et la responsabilité de la qualité des soins, avec une obligation de tiers payant et une traçabilité renforcée de l'activité. Donc c'est assez engageant. Hein.
souvent ceux qui s'engagent là-dedans, ils ont bien mesuré les choses et ils ont pris souvent quelquefois le temps avant de créer tout ça. C'est peut-être pas la première étape. Voilà. Mais ces deux dispositifs sont assez intéressants et on observe qu'ils permettent par moment en tout cas, d'attirer, d'ancrer des professionnels de santé sur les territoires. Vous savez qu'il y a une raréfaction de façon un peu globale, hein, même si on a un nombre de médecins, de professionnels de santé qui réaugmente en France. C'est fait les dernières statistiques là-dessus, mais vous savez aussi que en ETP, équivalent temps plein, les médecins, les jeunes médecins, travaillent moins qu'avant. Ils font des choix différents. Donc, en termes de quantité de travail, finalement, on a une augmentation des personnes physiques, mais pas une augmentation encore de la quantité de travail. Donc, ça va rester compliqué. Mais ça fait partie des choses qui permettent quand même de soulager les populations. La culture et ses artisans, c'est un élément intéressant aussi de soutien. Là, j'ai voulu sortir de la région Île-de-France. Il y a un trophée qui est organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat à l'échelle nationale, qui est assez intéressant en termes de dispositifs de valorisation. Il valorise notamment des communes. Alors, j'ai pris une commune, Salertaine, qui a 3200 habitants, et la Ferrière en Gâtinais, 17 000. Donc, vous voyez, on n'est pas sur des grosses communes, mais c'est pour montrer que finalement la culture, l'artisanat, c'est pas uniquement l'affaire des grosses communes, on peut le faire aussi en milieu rural, on peut le faire aussi en milieu périurbain, on peut faire des choses bien, et ça permet d'ancrer des personnes sur les territoires, travailler à la vitalité, travailler aussi une certaine forme de fierté locale des habitants. Et puis je terminerai par un sujet qui est un peu particulier, qui est le cas du tourisme. Le tourisme, la loi Notre-Dame, elle a également fait évoluer les choses. Elle a poussé beaucoup les établissements publics de commerce, enfin les EPCI, on va dire, à jouer un rôle important sur la promotion du tourisme, y compris la création et la gestion des offices. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Mais une commune peut garder un rôle important, notamment si elle est classée en station de tourisme. Donc ça, c'est un arrêté préfectoral, membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération. Et ça, c'est un rôle important et ça explique qu'on va trouver des offices de tourisme aussi à l'échelle de communes. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, en ont. Et c'est un élément important. Et puis, il y a une deuxième catégorisation aussi de communes touristiques. En tout état de cause, que vous ayez un noté ou pas un noté à l'échelle de votre commune, vous allez jouer, comme dans le développement économique, un rôle important, puisqu'en fin de compte, le tourisme vit de par l'environnement qu'on va proposer aux visiteurs, qu'ils soient franciliens à la limite, hein, qui viennent chez vous, ou français ou international. Finalement, il va être aussi il va s'intéresser à non, à l'urbanisme, en tout cas à l'ambiance urbaine, il va regarder des activités culturelles, sportives, etc. Donc, ce que vous faites dans l'environnement pour vos habitants peut évidemment et va servir aussi pour, je dirais, la partie touristique. Mais vous avez aussi un pouvoir de police. Et donc, ça peut aussi jouer évidemment par rapport à un certain nombre d'actions en matière touristique. Vous pouvez agir sur la réglementation, la circulation et le stationnement des camping-cars, qui est, vous savez que ces camping-cars, c'est un levier d'attractivité touristique, mais ça aussi, ça génère un certain nombre de coûts, etc. Donc, vous avez un certain nombre d'éléments sur lesquels vous pouvez agir. Vous pouvez aussi agir quand vous observez que vous avez une surfréquentation touristique et que votre dotation globale de fonctionnement vous semble un peu inférieure à la nécessité, pousser auprès du préfet pour dire, mais bon, moi, j'accueille des visiteurs. N'oublions pas que les visiteurs, moi, je me souviens une mairesse qui me disait, bah oui, mais moi c'est bien, mais j'en ai qu'une partie de l'année, et là j'ai des parkings hyper étendus, jamais gestion des déchets, donc j'ai des frais, je dirais, de fonctionnement tout au long de l'année, alors que j'ai qu'une partie de l'année où je suis concerné par une fréquentation importante du tourisme. Donc, elle avait essayé de négocier justement une augmentation je dirais, de sa valorisation touristique, de façon à avoir un peu plus je dirais, de dotation globale de fonctionnement. Voilà. Le tourisme, c'est une vraie manne, mais c'est aussi une vraie dépense. Donc, il faut travailler vraiment ces équilibres entre ressources et dépenses. Et on maîtrise jamais totalement les choses, en tout cas. Mais bon, voilà. Et puis, vous allez gérer les difficultés du tourisme auprès de vos habitants. Et donc, il y a aussi une nécessité de beaucoup de dialogue, de comment on dialogue avec les habitants sur finalement ce qu'apportent aussi les touristes au territoire. Et on a vu tout au début de ma présentation, en tout cas, je vous ai montré qu'un touriste, il génère de la dépense qui va se diffuser dans l'économie locale et pas uniquement dans les finances propres de la collectivité territoriale. Alors, les offices de tourisme, c'est un sujet qui est important.
Il y a des évolutions en tant que telles et il y a ces dernières années, j'observe qu'il y a la société publique locale, qui est un format juridique qui a été autorisé ces dernières années, sur lequel ça pousse beaucoup, en tout cas, ça rassure. Donc, je vous invite à regarder ce statut juridique. Il a l'avantage pour vous d'offrir un certain nombre de stabilités. Je vous ai remis un petit peu les éléments là-dessus. Il est créé, donc c'est une société publique, hein, locale, donc c'est comme une société, sauf que les actionnaires sont uniquement publics. Ça a un intérêt, c'est que ça vous permet d'avoir un acteur qui est plus proche de vous, c'est-à-dire que c'est du in-house, c'est-à-dire que finalement on a quelqu'un qui est un acteur qui va dépendre, donc que vous allez vraiment pouvoir guider plus fortement qu'une association. L'inconvénient, et que vous verrez beaucoup dans des retours d'expérience, c'est que du coup les professionnels, même si on met un comité, ils sont pas dans le tour de table. Et donc quelquefois on a une société qui finalement va gérer les équipements publics, va faire un certain nombre de choses, mais qui quelquefois a du mal à intégrer dans son fonctionnement les entreprises du territoire. Donc je dis pas que c'est rédhibitoire, je dis que c'est un point de vigilance. Il y a des SPL qui fonctionnent très bien en France et en Île-de-France là-dessus, mais celles qui fonctionnent très bien sont celles qui ont su aussi se dire comment je travaille bien avec les acteurs privés pour pas avoir un acteur public qui finalement se renferme sur son fonctionnement et lui-même et va travailler un peu tout seul sur l'attractivité touristique en disant bah, tous derrière moi, mais peut-être pas en tant que tel. Ensuite, on peut passer les conventions d'une SPL, une commune. Je vous ai mis l'exemple de Guérande, qui est membre évidemment de la SPL, hein, en tant qu'actionnaire, mais après on peut, en tant que commune, dire à une SPL, dire à tout outil d'ailleurs, hein, une agence de développement, c'est pareil, dire bah, puisque je suis membre adhérent chez vous, je souhaite que vous fassiez des missions à façon pour moi. Ça passe souvent évidemment par un accord cadre, ça passe aussi évidemment souvent par un financement un peu ad hoc là-dessus, mais ça vous permet d'avoir finalement un outil qui est mutualisé avec d'autres et qui vous permet d'agir aussi sur vos propres objectifs dans un cadre qui est bien défini au regard des autres partenaires publics ou privés, si c'est le cas d'une association que vous activez dans ce sens-là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur très rapidement sur le développement économique pour poser un petit peu les bases. Hein. Donc on a vu que finalement le développement économique, c'est évidemment l'énergie des acteurs qui sont sur vos territoires, hein, de l'individu jusqu'à la firme multinationale, pour reprendre une expression de certains économistes. Que le développement économique, c'est pas automatique, que les collectivités territoriales, que ce soit communes ou bloc communal, jouent un rôle là-dedans, qui a été renforcé par la loi NOTRe, notamment sur tout ce qui est la gestion de la proximité avec les acteurs économiques, mais aussi le rayonnement, mais aussi l'articulation avec la région, avec les départements sur un certain nombre de points, avec des établissements publics divers et variés. Donc vous êtes un acteur important du développement économique de la région Île-de-France, où que ça soit. Et c'est une compétence que moi, évidemment, étant économiste et développeur économique, je trouve passionnante, qui n'est pas si simple que ça par moment, parce que vous allez à gérer la complexité un petit peu du point de vue de la réglementation. Hein. Je vous ai montré que des extraits, mais comprenez bien il y a des points à regarder de près. Mais c'est surtout la complexité du monde économique, de cette diversité d'acteurs. Et donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps du dialogue avec ces acteurs-là pour, dans le cadre du mandat que vous engagez, finalement, aligner un petit peu le maximum les acteurs sur une vision partagée et de façon à ce que ça puisse vous accompagner dans ce que vous voulez faire pour vos territoires communaux et intercommunaux. Voilà, je vous remercie à nouveau de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.